Le cri résonna contre les murs de pierre, tandis que le chevalier brandissait le doigt sectionné de la femme. « Choisis le suivant, mon garçon !» ordonna-t-il à son fils de 7 ans, qui tremblait, le sang de sa mère goûtant sur le sol. Le jeune Pierre de Montfort ne parvenait pas à lever les yeux. Son corps entier était secoué de spasmes incontrôlables. L'odeur de fer et de peur imprégnait l'air de cette chambre souterraine du château de Carcassonne. « Choisis !» rugit de nouveau Guillaume de Nogaret, le plus redouté des chevaliers de Philippe IV, arrachant un autre cri à Aélis en pressant la blessure fraîchement ouverte. Le garçon s'évanouit avant de répondre, mais cela n'avait aucune importance. La nuit serait encore longue, et Nogaret avait appris que le réveil était souvent le moment idéal pour poursuivre. La date était le 17 octobre 1307. Tandis que l'automne peignait la magnifique région du Languedoc de teintes dorées, dans les entrailles de ces forteresses, une obscurité bien plus profonde que la nuit se répandait sous les ordres directs du roi de France. Au cours de la même aube où Élise de Montfort était capturée avec ses 3 enfants, des centaines de chevaliers du Temple étaient simultanément arrêtés à travers toute la France, lors d'une opération militaire qui révélait la véritable puissance de la nouvelle force d'élite créée par Philippe IV, les soi-disant chevaliers du Temple royal. Une amère ironie, puisque leur première grande mission était précisément de détruire l'ordre du Temple. La famille Montfort ne fut pas arrêtée par hasard. Élise était la veuve de Raoul de Montfort, un noble local qui entretenait des liens étroits avec les Templiers. Selon les dénonciations reçues par la couronne, après la mort de Raoul, Aélise aurait caché des documents et des trésors templiers dans sa propriété. En temps normal, cela aurait entraîné un procès légal formel, mais rien n'était normal sous le règne de Philippe le Bel. Obsédé par le pouvoir et les richesses, le monarque avait transformé la France en un état de terreur institutionnalisé, où ses dettes astronomiques étaient réglées par des confiscations arbitraires, des persécutions de minorités et, à présent, le coup de grâce contre l'ordre religieux et militaire le plus riche d'Europe. « Elle est réveillée », annonça froidement l'un des assistants de Nogaret quelques heures plus tard. Le chevalier en chef, qui révisait méticuleusement son carnet de notes relié en cuir rouge, leva les yeux avec un intérêt renouvelé. À ses côtés, les 3 autres enfants d'Aélis, Jean, 14 ans, Isabeau, 10 ans, et le petit Pierre, désormais conscient et encore plus terrorisé, étaient maintenus à genoux, des gardes leur tenant fermement les épaules. « Amenez-la sur la chaise », ordonna Nogaret, désignant un siège en bois stratégiquement placé au centre de la pièce. Ce n'était pas une chaise ordinaire. Conçue spécifiquement pour les dessins de Nogaret, elle possédait des ouvertures et des entraves qui rendaient les membres du prisonnier parfaitement accessibles. « Maintenant, mes jeunes gens, » dit Nogaret, tandis que ses assistants traînaient Aélis vers la chaise, « nous allons apprendre une précieuse leçon sur la loyauté envers le roi. » Son ton était presque professoral. Selon les registres de l'époque, Nogaret aimait se considérer non pas comme un tortionnaire, mais comme un éducateur, un maître dans l'art d'extraire les vérités. La femme ne criait plus. Ses yeux étaient fixés sur ses enfants, dans un mélange de terreur et de supplication silencieuse. Le sang coagulé tachait sa robe là où se trouvait auparavant un doigt. « L'échelle de douleur », annonça Nogaret solennellement au jeune, ouvrant son livre rouge à une page spécifique. « Une science que j'ai perfectionnée au fil d'années d'études et de pratiques. » Il passa les doigts sur les pages densément annotées, des diagrammes précis d'anatomie humaine, des tableaux avec les temps de récupération,
et les niveaux de résistance. L'art consiste à infliger le maximum de douleur sans permettre que la mort n'offre d'échappatoire. Chaque échelon de cette échelle nous mène plus profondément dans l'âme humaine jusqu'à atteindre le point où aucun mensonge ne survit. Nogaret s'approcha d'une longue table recouverte d'un drap noir. D'un geste théâtral, il retira le tissu, révélant des dizaines d'instruments méticuleusement organisés. Pinces, couteaux de différentes tailles, petites scies, aiguilles, marteaux, chaque pièce polie jusqu'à briller sous la faible lumière des torches. Jean appela l'aîné des frères. « Viens ici !» L'adolescent fut poussé en avant par le garde. « Tu es l'homme de la famille maintenant. Tu dois apprendre à prendre des décisions difficiles. » Nogaret prit 3 instruments différents et les plaça dans les mains tremblantes du jeune homme. Une pince pour arracher l'ongle, un couteau pour couper un autre doigt, un poinçon pour l'œil. Choisis la prochaine étape de notre voyage avec ta mère. Le visage de Jean pâlit jusqu'à devenir presque transparent. Ses yeux passaient des instruments au visage de sa mère qui pleurait maintenant en silence. « Si tu ne choisis pas, » continua Nogaret de la même voix calme, « j'utiliserai les 3 sur ta sœur. » Isabeau laissa échapper un gémissement étouffé par la main du garde. Pierre commença à vomir. Jean laissa tomber la pince et le poinçon, ne tenant que le couteau avec des doigts raides comme des branches sèches. « Sage choix, » murmura Nogaret, « le 2e doigt donc. Pas aussi choquant que l'œil, mais plus permanent que l'ongle. » Il conduisit Jean jusqu'à sa mère. « Maintenant, coupe. »« Je ne peux pas, » murmura le garçon, les larmes coulant librement. « Bien sûr que tu peux, » répondit Nogaret, posant sa main sur la sienne. « Laisse-moi te montrer. » Et ensemble, l'homme et le garçon coupèrent le 2e doigt d'Aélis de Montfort. Le cri, cette fois, fut différent. Ce n'était pas seulement une douleur physique, mais une agonie bien plus profonde. L'agonie d'une mère dont le fils venait d'être transformé en instrument de sa torture. Tandis que les assistants arrêtaient l'hémorragie, après tout, la mort prématurée d'Aélis aurait été un échec inacceptable, Nogaret retourna à son livre rouge pour prendre des notes détaillées. « Résistance maternelle remarquable », murmura-t-il en écrivant. Douleur physique secondaire à l'angoisse due à la participation forcée de la progéniture, à explorer plus profondément. Ce n'était pas une procédure improvisée. Le livre rouge de Nogaret, comme il fut connu par la suite, documentait méticuleusement chaque technique, chaque réaction, chaque petit détail susceptible d'accroître l'efficacité des interrogatoires. C'était un manuel scientifique d'atrocité, écrit avec la précision d'un médecin et l'indifférence d'un boucher. Et le plus perturbant, tout cela était fait sous les ordres directs de la couronne française, avec la bénédiction d'un roi qui se surnommait le plus chrétien de tous les monarques. « Où sont les documents, Madame Montfort ?» demanda Nogaret sans lever les yeux de son livre. « Où est le trésor que votre mari a reçu des hérétiques templiers ?» Aélis ne fit que secouer la tête, incapable de former des mots cohérents. « Votre persistance est admirable, mais totalement futile, » continua-t-il. « Savez-vous combien de personnes ont résisté à mes méthodes jusqu'au bout? Aucune. Tous parlent. La seule variable est combien ils souffriront avant cela. » Le chevalier referma son livre d'un claquement qui fit sursauter les 3 frères. « Pour aujourd'hui, cela suffit. Vous devez réfléchir à ce que vous avez vu. » Il s'adressa aux gardes.
Emmenez les enfants dans la cellule adjacente. Je veux qu'ils entendent leur mère pendant la nuit, mais qu'ils ne la voient pas. Et apportez de l'eau, des linges propres et des onguents. » Se tournant vers les enfants, il ajouta « Demain, vous soignerez ces blessures. Nous devons la maintenir forte pour poursuivre notre conversation. » C'était une autre cruauté raffinée du système de Nogaret. Les périodes entre les séances de torture n'étaient pas des moments de repos, mais une partie intégrante de la méthode. Forcer les enfants à soigner les blessures qu'ils avaient contribué à infliger créait un lien pervers entre victime et bourreau, culpabilité et dépendance. Et pour la mère, être soignée par les mains des enfants qui avaient été forcés de la blesser était une torture psychologique souvent plus efficace que la physique. Tandis qu'Aélie s'était laissée seule dans la chambre de torture, toujours attachée à la chaise, Nogaret monta les escaliers en spirale de la tour jusqu'à ses appartements privés, où un scribe l'attendait. « Notez, » ordonna-t-il en se servant du vin. « La méthode 17B s'est avérée prometteuse. La participation de la progéniture amplifie significativement l'impact. Je recommande une mise en œuvre immédiate dans tous les centres d'interrogatoire du royaume. » Le scribe acquiesça, habitué à documenter les horreurs. Ce rapport, comme tant d'autres, serait envoyé directement au roi Philippe IV, qui lisait avec un intérêt particulier les innovations de son exécuteur favori. Mais ce n'était que le début. Ce que Nogaret planifiait pour les jours suivants ferait paraître cette première rencontre presque miséricordieuse. Pendant ce temps, dans les cellules en contrebas, les frères Montfort s'étreignaient dans l'obscurité, écoutant les gémissements lointains de leur mère. Aucun d'eux ne pouvait imaginer qu'ils étaient au cœur de quelque chose de bien plus grand que leur propre souffrance. Ils assistaient à la naissance d'un système de terreur étatique qui servirait de modèle pendant des siècles. Peu de gens savent aujourd'hui que de nombreuses techniques modernes de torture psychologique trouvent leurs racines dans les méthodes développées par Nogaret. L'exposition calculée, la participation forcée des êtres chers, l'alternance entre violence et soins, toutes ces tactiques furent affinées dans les chambres de Carcassonne et méticuleusement documentées dans l'infâme livre rouge. Saviez-vous que ce livre a réellement existé et que des fragments en ont survécu jusqu'au XXe siècle, conservés dans les archives secrètes du Vatican? Des documents récemment déclassifiés montrent que l'Église non seulement avait connaissance de ces pratiques, mais les étudiait avec un intérêt technique. Et l'histoire d'Aélis et de ses enfants n'était pas exceptionnelle pour l'époque. Tandis que la culture populaire romantise le Moyen-Âge avec ses chevaliers galants et ses princesses dans des tours, la réalité dans les cachots de Philippe IV était un cauchemar industrialisé qui ferait paraître n'importe quel film d'horreur moderne enfantin. En 1307, rien que dans la région du Languedoc, on estime que 42 familles furent soumises à des procédés similaires à ceux des Montfort, des interrogatoires impliquant une mutilation systématique devant les membres de la famille. Le plus choquant, cela ne se déroulait pas en secret. Les rapports étaient lus dans les cours, discutés par les nobles lors des banquets, analysés par des juristes et des théologiens. C'était une politique officielle, justifiée par la sécurité du royaume et la défense de la foi. Pendant ce temps, chaque nouvelle méthode réussie garantissait à Nogaret et à ses chevaliers de généreuses récompenses, terres confisquées, titres, pièces d'or. Il y avait une compétition macabre entre les officiers du roi sur qui parviendrait à extraire des confessions plus rapidement ou de manière plus innovante. Et le lendemain,
Lorsque les enfants Montfort furent ramenés dans la chambre de torture, ils trouvèrent leur mère, comme Nogaret l'avait promis, vivante, consciente et ayant désespérément besoin des soins que seules leurs petites mains pouvaient fournir. Les mêmes mains qui, bientôt, seraient forcées d'infliger plus de souffrance. Car dans la France de Philippe IV, la cruauté n'était pas seulement un moyen, elle était devenue une science, un art, une fin en soi. Et la véritable horreur ne faisait que commencer. L'aube avait à peine pointé que les gardes apportèrent de l'eau, des linges propres et de longs gants au jeune Montfort. « Nettoyez-la bien », ordonna l'un d'eux, plus jeune que les autres, avec un regard qui oscillait entre cruauté et pitié. Maître Nogaret aime qu'il soit présentable. L'hésitation dans sa voix fit réaliser à Jean, l'aîné des frères, quelque chose de terrible. Même les gardes craignaient ce qui allait advenir. Et si ces hommes endurcis ressentaient de la peur qu'attendait leur famille en ce deuxième jour? Ce que les trois frères ne savaient pas, mais que les documents historiques révéleraient des siècles plus tard, c'est qu'ils étaient à l'épicentre d'une révolution macabre. Quand Philippe IV accéda au trône en 1285, la torture en France était une pratique occasionnelle, appliquée sans méthode cohérente, souvent pour satisfaire les caprices de seigneurs locaux. Sous son règne, elle se transforma en institution étatique, avec des procédures standardisées, une hiérarchie propre et, plus perturbant, une innovation constante. La France de Philippe le Bel inventa la bureaucratie de la souffrance bien avant qu'aucun régime totalitaire moderne n'eût songé à exister. Guillaume de Nogaret, fils d'un modeste professeur de droit, avait étudié dans les meilleures universités d'Europe. Son talent pour la jurisprudence attira rapidement l'attention de la cour. Mais ce fut son obsession pour le contrôle de la douleur humaine qui le hissa dans le cercle intime du roi. « La douleur est un langage universel », écrivit-il dans ses mémoires. Mais comme toute langue, elle possède des dialectes et des subtilités qui doivent être étudiées. Nogaret voyagea en Orient où il apprit des techniques byzantines et arabes. Il visita Venise, observant ses interrogatoires élaborés. En Espagne, il documenta les premières expériences de l'Inquisition. De chaque lieu, il rapporta des connaissances qu'il affina dans sa propre pratique. En 1301, Philippe IV le nomma garde des Sceaux, effectivement le deuxième homme le plus puissant du royaume. Mais son véritable héritage serait le manuel qu'il compila durant des années de travail de terrain, l'infâme livre rouge, relié en cuir teinté de rouge, dit-on, du sang de ses premières victimes. Le livre n'était pas seulement un registre d'atrocités, mais un traité méthodologique, avec des chapitres dédiés à l'anatomie, la psychologie et même à la nutrition adéquate pour maintenir les prisonniers en vie plus longtemps. Les frères Montfort furent reconduits dans la chambre principale, où ils trouvèrent leur mère toujours attachée à la même chaise. Ses doigts mutilés avaient été enveloppés dans des bandages improvisés. Son visage, autrefois vif et doux, ressemblait maintenant à un masque sculpté dans de la cire pâle. « Maman » murmura Isabeau, la fillette de 10 ans, s'approchant avec précaution. Aélis leva lentement les yeux, comme si le simple mouvement exigeait un effort surhumain. « Mes enfants » réussit-elle à dire, la voix n'étant qu'un souffle rauque. Soyez forts, quoi qu'il arrive, ne les laissez pas détruire ce que vous êtes. Le moment d'intimité fut brutalement interrompu lorsque les lourdes portes de chêne s'ouvrirent et Nogaret entra, accompagné de 5 autres chevaliers, tous arborant l'emblème doré des chevaliers du Temple royal. Une cruelle ironie, puisque leur mission première était d'éradiquer les véritables Templiers. Ah, réunion de famille, touchant, commenta Nogaret,
le ton faussement cordial contrastant avec la froideur de ses yeux. Il se tourna vers ses accompagnateurs. « Messieurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'une démonstration spéciale, la technique que j'ai nommée « miroir brisé ». Les chevaliers se positionnèrent en demi-cercle, certains tenant des parchemins et des plumes, prêts à prendre des notes. Ce n'était pas seulement une séance de torture, c'était une leçon, un transfert formel de connaissances. La terreur était en train d'être académisée sous les yeux enfantins des Montfort. Le premier jour, expliqua Nogaret à ses collègues, ignorant complètement la terreur sur les visages des enfants. Nous avons établi les bases psychologiques. La participation forcée brise les barrières morales et crée une dynamique de culpabilité qui facilite le travail ultérieur. Il parlait comme un professeur d'université discutant d'une expérience scientifique. Aujourd'hui, nous avançons vers l'étape que j'ai nommée « transfert d'agence ». Se tournant vers Jean, le primogéniture, Nogaret tendit la main. « Ta mère a perdu 2 doigts hier. Aujourd'hui, elle en perdra d'autres, ou elle perdra un œil. Le choix n'est pas le mien, ni le sien, c'est le tien, Jean de Montfort. » L'adolescent recula instinctivement, mais 2 gardes le retinrent. « Il n'y a pas d'échappatoire, jeune homme, » continua Nogaret. Soit tu choisis ce qu'elle perd, soit je prendrai quelque chose à chacun de tes frères. Une décision simple, concentrer la souffrance ou la diviser. Les chevaliers observaient attentivement, certains acquiesçant avec approbation. L'un d'eux, plus jeune, semblait légèrement nauséeux, mais continuait à prendre des notes avec diligence. C'était la formation de la nouvelle génération de tortionnaires royaux, apprenant du maître, témoignant de première main comment briser non seulement des corps, mais des familles entières. 10 secondes pour décider, déclara Nogaret, levant un petit sablier. 10, 9. L'œil gauche, murmura Jean, les mots à peine audibles. Plus fort pour que tous entendent ta décision, exigea Nogaret. L'œil gauche, cria Jean tombant à genoux, s'il vous plaît, finissez-en vite. Nogaret sourit doucement. Excellent choix. Notez, messieurs, quand il est forcé de choisir, le fils aîné opte typiquement pour le dommage le plus sévère et immédiat, cherchant à abréger le processus général. C'est une tentative de miséricorde déguisée en cruauté. Mais alors, l'inattendu se produisit. Aélise, qui était restée presque catatonique, reprit soudain vie. « Non !» cria-t-elle avec une force surprenante. « Ne faites pas ça !»« Les documents, je dirai où ils sont. » La pièce devint silencieuse. Nogaret leva la main, interrompant l'assistant qui s'approchait déjà avec un instrument pointu. Ses yeux se plissèrent de suspicion et d'un intérêt renouvelé. « Parlez, commanda-t-il. »« Il y a une crypte sous la chapelle de la propriété, » dit Aélisse, les mots sortant par saccades désespérées. « Mon mari a construit un compartiment secret dans l'hôtel. Les documents s'y trouvent, avec un petit coffre. » Les chevaliers échangèrent des regards. L'un d'eux sortit immédiatement pour organiser une expédition vers la propriété des Montfort. Nogaret, cependant, ne semblait pas entièrement satisfait. « Et pourquoi, demanda-t-il calmement, devrions-nous croire qu'après seulement 1 jour de persuasion, vous vous souvenez subitement de cette cachette ?» Aélisse déglutit difficilement, la peur évidente dans chaque tremblement. « Parce que je ne supporte pas de voir mes enfants transformés en monstres comme vous. Je préfère livrer n'importe quel trésor plutôt que de les voir corrompus. » Nogaret acquiesça pensivement. Un sentiment maternel admirable, vraiment touchant. Il se tourna vers ses assistants. Enregistré, la présence des enfants a quadruplé l'efficacité de la méthode.
La menace directe envers eux a été moins efficace que leur participation forcée à la souffrance maternelle. Pour les frères Montfort, ce bref moment d'espoir se dissipa rapidement lorsque Nogaret ajouta « Nous enverrons des hommes vérifier votre histoire, madame. En attendant, nous continuerons notre séance. Après tout, vous pourriez mentir, et nous devons être préparés à cette éventualité. » Ce qui suivit pendant les heures suivantes fut une démonstration méthodique de chaque technique documentée dans le chapitre 3 du Livre rouge, intitulé « L'anatomie de la confession ». Les chevaliers se relayaient, chacun exécutant une procédure différente sous la supervision critique de Nogaret. Ils étaient comme des apprentis d'un macabre métier, cherchant à perfectionner leurs compétences. Et les enfants, ils furent positionnés sur des chaises spéciales, les paupières maintenues ouvertes de force par de petits crochets métalliques, une technique que Nogaret avait importée de l'Empire byzantin. « Observer, c'est participer », expliqua-t-il à ses collègues. « La mémoire visuelle sera votre fardeau pendant des décennies. » Le pire aspect de ce deuxième jour ne furent pas les cris qui cessèrent éventuellement quand Aélis perdit conscience à plusieurs reprises. Ce ne fut pas le sang que les assistants nettoyaient avec une efficacité clinique. Ce fut le silence occasionnel, quand Nogaret s'interrompait pour expliquer un point spécifique, discutant de l'anatomie humaine avec la précision d'un médecin, tandis que son objet d'étude tremblait de manière incontrôlable. Pouvez-vous imaginer être dans cette pièce, l'odeur de fer et d'urine, le son métallique des instruments soigneusement choisis, la lumière vacillante des torches projetant des ombres dansantes qui ressemblaient à des démons célébrant la souffrance humaine. Maintenant, multipliez cette scène par des centaines de chambres similaires réparties dans le royaume. Pendant le règne de Philippe IV, on estime que plus de 600 familles ont subi des expériences similaires à celles des Montfort. Laissez ce nombre s'enfoncer dans votre esprit. 600 familles. Si l'on considère une moyenne de 4 membres par famille, cela représente 2400 vies directement détruites. Imaginez que cela se produise aujourd'hui dans un quartier de Paris ou de Lyon, l'équivalent d'une école entière d'enfants étant forcés de participer à la torture de leurs parents. La région du Languedoc, historiquement rebelle et indépendante, perdit environ 15% de sa noblesse locale pendant cette période. Non seulement par ceux qui moururent sous la torture, mais par ceux qui fuirent, abandonnant terres et titres. Exactement comme Philippe IV le souhaitait. Les propriétés abandonnées étaient immédiatement confisquées par la couronne, aidant à alléger les dettes astronomiques du monarque. Quand la nuit tomba enfin, Nogaret déclara la séance éducative terminée. Les chevaliers visiteurs partirent, impressionnés par les techniques démontrées. Certains discutaient déjà des adaptations qu'ils pourraient mettre en œuvre dans leur propre juridiction. La terreur se répandait comme une infection dans le corps politique de la France médiévale. « Emmenez les enfants nettoyer leur mère », ordonna Nogaret aux gardes. « Cette fois, je veux qu'ils soignent complètement les blessures moins graves. Les plus sévères, laissez-les exposer. » Il se tourna vers ses assistants. « Apportez de la nourriture substantielle pour tous. La nutrition est fondamentale pour maintenir la résistance physique. » Puis, s'adressant à Jean, il ajouta « Demain, tu assumeras un rôle plus actif, jeune homme. Aujourd'hui n'était que ton entraînement de base. » Les frères furent de nouveau conduits dans la chambre, maintenant laissés seuls avec leur mère semi-consciente et les fournitures médicales. La scène était grotesquement perverse, des enfants forcés de nettoyer, de coudre et de bander des blessures qu'ils avaient vues infliger quelques heures plus tôt. Jean,
murmura Aélis quand son fils aîné approcha un linge humide de son visage. « Tu dois faire ce qu'ils ordonnent demain. »« Maman, je ne peux pas. »« Écoute-moi, » l'interrompit-elle, la voix faible mais déterminée. « Nogaret ne s'arrêtera pas. Il ne se soucie pas des documents ou des trésors. C'est un jeu pour lui, une expérience. Si nous résistons, il ne fera qu'empirer les choses. » « Que faisons-nous alors ? » « Tu feras ce qu'il ordonne demain, » répéta Aélis. « Et quand tout sera fini, souviens-toi de tout. Survis et souviens-toi. Quelqu'un doit raconter cette histoire. » Ce qu'Aélis ne pouvait prévoir, c'est comment cette histoire se déroulerait de manière radicalement différente pour chacun de ses enfants. Jean, suivant ses instructions, survivrait bel et bien, seulement pour devenir, des années plus tard, l'un des plus notoires interrogateurs de l'Inquisition française, appliquant et affinant les mêmes techniques qu'il avait vues à Carcassonne. La graine plantée par Nogaret trouverait un sol fertile dans le traumatisme du garçon, transformant la victime en bourreau. Isabeau, la fille du milieu, s'échapperait pendant la confusion de l'exécution finale de sa mère. Fuyant vers l'Italie, elle trouverait finalement refuge dans un couvent où elle documenterait secrètement tout ce qu'elle avait vu, créant l'un des plus importants registres historiques de cette période sombre. Son manuscrit, redécouvert seulement en 1967, offrirait aux historiens modernes des aperçus uniques sur la systématisation de la torture sous Philippe IV. Et le petit Pierre, son destin serait peut-être le plus perturbant. L'esprit fragile de l'enfant se brisa complètement au cours du 3e jour de torture. Incapable de parler ou de répondre normalement, il devint ce que les documents de l'époque décrivent comme le petit monstre, une macabre curiosité que Nogaret présenterait à la cour comme un exemple vivant de ce qui arrivait aux ennemis du roi. Pierre serait gardé dans une cage, exhibé lors des banquets royaux, un rappel ambulant du pouvoir absolu de la couronne. Cette nuit-là, tandis qu'ils s'occupaient de leur mère mutilée, les 3 frères n'étaient encore que des enfants effrayés, incapables d'imaginer les chemins divergents que prendrait leur vie. Ils s'étreignirent dans l'obscurité, formant un cercle protecteur autour d'Aélis, partageant la chaleur humaine au milieu de la froide cruauté de la pierre. À l'extérieur de la chambre, Guillaume de Nogaret révisait ses notes à la lumière des bougies. « Fascinant », murmura-t-il en écrivant. Le lien familial, lorsqu'il est correctement manipulé, crée un système fermé de souffrance qui s'auto-perpétue. La victime souffre pour ses enfants, les enfants souffrent pour la victime, et chacun amplifie la douleur de l'autre. Satisfait de ces observations, il ferma le livre et se prépara à dormir. Demain serait le 3e jour, traditionnellement le moment où ces méthodes atteignaient le sommet de leur efficacité. Ce que Nogaret ne savait pas, c'est que les hommes envoyés à la propriété des Montfort avaient réellement trouvé des documents dans la crypte sous la chapelle. Ce n'étaient cependant pas les registres templiers incriminants qu'ils cherchaient, mais quelque chose de potentiellement plus dangereux. Des preuves que le roi Philippe lui-même avait conspiré avec les Templiers des années auparavant, seulement pour les trahir lorsqu'ils n'avaient plus besoin de leur soutien financier. Une vérité qui, si elle était révélée, pourrait ébranler les fondations du royaume. Et ainsi, tandis que la nuit avançait sur Carcassonne, 2 consciences restaient éveillées. Aélis, sachant qu'elle avait envoyé ses bourreaux vers des preuves qui pourraient tout changer, et Nogaret, anticipant avec un plaisir scientifique les expériences du lendemain. 2 joueurs sur un échiquier ensanglanté,
déplaçant des pièces humaines vers un climax qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir complètement. Le troisième jour se leva avec un silence différent. Quand Nogaret entra dans la chambre, il n'était pas seul. Un émissaire royal l'accompagnait, lui murmurant d'urgence à l'oreille. Son visage, normalement impassible, se contorsionnait en expressions alternées de surprise et de fureur. Les documents trouvés dans la crypte des Montfort n'étaient pas ce qu'ils attendaient. Ils étaient bien pires. « Laissez-nous », ordonna Nogaret aux gardes. Quand seul, lui, l'émissaire et la famille Montfort restèrent, il s'approcha lentement d'Aélis. « Vous saviez, dit-il, non comme une question, mais comme une constatation amère. Vous saviez exactement ce que nous étions sur le point de trouver. » Aélis, malgré la douleur déchirante, s'autorisa un faible sourire. Mon mari disait toujours que la loyauté de Philippe était aussi fiable que du sable mouvant. L'émissaire royal semblait sur le point d'intervenir, mais Nogaret le fit taire d'un geste. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage défiguré d'Aélis. « Vous m'avez délibérément envoyé vers ces documents. Pourquoi ? » « Parce que maintenant vous en savez trop, vous aussi, répondit-elle, comme moi. » Ce fut à ce moment que les frères Montfort furent témoins de quelque chose d'inattendu, une hésitation sur le visage du redoutable tortionnaire. Le jeu avait changé. Les documents trouvés révélaient des correspondances entre Philippe IV et les Templiers, prouvant que le roi avait conspiré avec eux avant d'orchestrer leur destruction. Une trahison calculée qui entacherait à jamais son image de monarque chrétien. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Jean, le fils aîné. Nogaret resta silencieux pendant plusieurs secondes avant de répondre. Il arrivera ce qui arrive toujours aux gens qui en savent trop. Ce qui suivit ne fut pas une séance de torture, mais une exécution méthodique. Non pas pour extraire des informations, mais pour éliminer des témoins. Aélis de Montfort fut la première, tuée non pas avec cruauté, mais avec une efficacité quasi miséricordieuse, un privilège rarement accordé aux victimes de Nogaret. Les registres historiques concernant le destin immédiat des enfants divergent. Nous savons que Jean deviendrait finalement un interrogateur de l'Inquisition, transformé par le traumatisme en bourreau du système. Isabeau s'échapperait pendant la confusion, emportant avec elle l'histoire qu'elle documenterait secrètement. Et le petit Pierre, l'esprit brisé, serait transformé en spectacle de cour, le petit monstre exhibé comme un avertissement vivant. Le plus perturbant, cependant, est la façon dont ce système d'horreur institutionnalisé s'est répandu. Les techniques documentées dans le Livre rouge ont influencé les méthodes de torture pendant des siècles. Des fragments de ce manuel ont été découverts dans les archives du Vatican seulement en 1967, révélant que l'Église non seulement connaissait ces pratiques, mais les étudiait méthodiquement. Dans la région du Languedoc, il existe encore aujourd'hui des festivals où des masques similaires à ceux utilisés par les chevaliers de Nogaret sont rituellement brûlés. Une mémoire culturelle dont la plupart des participants ignorent l'origine. Et quant aux documents qu'Aélis a révélés, ils disparurent dans les flammes cette même nuit-là. La vérité sur la trahison de Philippe IV fut enterrée avec ses victimes, préservant l'image du roi le plus chrétien pour l'histoire officielle. Mais pas entièrement. Des rumeurs persistèrent, alimentant des théories sur des sociétés secrètes formées par les descendants des victimes, dédiées à préserver ces mémoires interdites.
L'héritage le plus durable de Nogaret, cependant, ne fut pas ses techniques spécifiques, mais l'idée fondamentale qui les sous-tendait, que la terreur peut être systématique, méthodologique, scientifique, que la souffrance humaine peut être instrumentalisée par l'État. Cette graine, plantée dans les cachots médiévaux de Carcassonne, fleurirait à plusieurs reprises tout au long de l'histoire, dans des contextes et des époques que Nogaret n'aurait jamais pu imaginer. Combien d'autres horreurs restent enfouies dans les archives, attendant d'être découvertes? Combien de pratiques modernes trouvent leurs racines dans ces expériences médiévales? Le véritable héritage de la terreur n'est pas seulement ses techniques, mais sa capacité persistante à se réinventer, revêtant de nouvelles formes tout en préservant son essence déshumanisante. Et peut-être le plus perturbant, tout cela s'est passé il y a moins longtemps que nous l'imaginons, dans une civilisation qui se considérait comme l'apogée de la chrétienté et de la culture. Un sombre rappel de la minceur de la ligne entre civilisation et barbarie, et de la facilité avec laquelle la cruauté peut se cacher derrière des documents officiels, des sceaux royaux et des justifications de sécurité nationale. Nos yeux modernes observent le passé à travers un voile confortable. Nous voulons croire que la cruauté systématique des chevaliers de Philippe IV est une relique des temps barbares, enfouie sous des siècles de progrès et de civilisation. Mais est-ce vraiment le cas? L'histoire de la famille Montfort, mères mutilées, enfants transformés en instruments de torture, préserve le système minutieusement documenté de terreur étatique, n'est pas seulement une macabre curiosité du passé. C'est un miroir déformé qui reflète nos propres ombres institutionnelles. Les méthodes ont peut-être changé. Nous n'utilisons plus de chaises de torture sur la place publique, ni ne forçons les enfants à mutiler leurs parents. Mais l'essence persiste. L'utilisation calculée de la souffrance comme outil de contrôle, la bureaucratisation de la cruauté, la justification de l'horreur au nom de la sécurité collective. Chaque fois que nous justifions la déshumanisation d'un groupe au nom de la protection d'un autre, nous faisons écho aux arguments utilisés par Nogaret lorsqu'il présentait ses rapports au roi. Chaque fois que nous acceptons le récit officiel sans nous interroger sur ce qui se passe dans les sous-sols du pouvoir, nous sommes des complices silencieux, comme les courtisans qui applaudissaient tandis que le petit Pierre était exhibé dans sa cage. Le livre rouge a peut-être été partiellement détruit, ses techniques spécifiques abandonnées. Mais son esprit survit dans les manuels classifiés, les protocoles non officiels, les euphémismes bureaucratiques qui, encore aujourd'hui, dissimulent des atrocités. Peut-être la véritable horreur n'est-elle pas ce que Philippe IV et ses chevaliers ont fait? C'est que, dans les bonnes circonstances, au nom des bons idéaux, avec les bonnes justifications, n'importe quelle société, y compris la nôtre, peut créer ses propres Nogarets, ses propres livres rouges, ses propres Aélis et enfants Montfort. Quand vous sortirez d'ici aujourd'hui et retournerez dans votre monde confortable, rappelez-vous, les murs qui séparent la civilisation de la barbarie ne sont pas faits de pierre comme les cachots de Carcassonne. Ils sont construits de vigilance constante, de questionnements incessants et d'un refus inébranlable d'accepter que la fin justifie les moyens. Car la leçon la plus perturbante de l'histoire des Montfort n'est pas que des monstres ont existé dans le passé. C'est que le système qui les a créés n'a jamais vraiment disparu. Il a juste évolué, s'est adapté et attend
patient la prochaine opportunité d'émerger des ombres de notre propre complaisance.